Tu n'iras nulle part. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux, a déchiré mon passeport en deux et l'a jeté directement dans la cuvette des toilettes. Alors que l'eau tourbillonnait, emportant mes 6 000 € et ma liberté dans les canalisations, elle a eu un petit rire narquois et a dit « Maintenant, tu es obligé de rester pour garder mon fils. » J'ai regardé mes parents, attendant qu'ils hurlent, qu'ils l'arrêtent, qu'ils fassent quelque chose. Ils n'ont rien fait. Ils se sont contentés de rester sur le pas de la porte en riant. À cet instant précis, j'ai réalisé que ce n'était plus une maison familiale. C'était une prison, et je devais m'en évader. Je restais là, à regarder mon avenir s'écouler dans les égouts pendant que les personnes censées m'aimer se moquaient de moi. Avant que je ne vous raconte ce que j'ai trouvé dans le bureau de mon père qui a tout changé, laissez un commentaire. Quelle est la chose qu'un membre de votre famille vous a faite et que vous ne pardonnerez jamais? J'ai claqué la porte de ma chambre et j'ai coincé une chaise sous la poignée. Mes mains tremblaient si fort que j'arrivais à peine à fermer ma valise. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas effondrée par terre. J'ai saisi la pile de factures sur mon bureau, les preuves de chaque contrat de graphiste freelance pour lequel j'avais travaillé dur pendant 2 ans, et je les ai jetées dans mon sac. Je m'appelle Léa. J'ai 23 ans et depuis que je suis adulte, j'ai été la banque de la famille. J'ai regardé le tableau Excel affiché sur mon mur. 6 500 €. C'était le chiffre exact. C'était mon fonds pour mon voyage au Japon. Ce n'était pas de l'argent de poche. C'était des milliers de logos créés à 3 heures du matin. Des milliers de déjeuners sautés. Des milliers de fois où j'avais dit non à mes amis pour pouvoir dire oui à ce seul rêve. Et en moins de 10 secondes, Camille avait tout gâché. Mais alors que je rangeais mes vêtements dans la valise, le vrai chiffre m'est revenu à l'esprit. 15 000 €. C'était le total des prêts que j'avais accordés à Camille au fil des ans. Des loyers impayés en urgence, des réparations de voitures qui n'avaient jamais eu lieu. Des prêts qui se transformaient en cadeaux dès que le virement était effectué. Et puis, il y a eu la semaine dernière. Le souvenir m'a frappé, froid et tranchant. Camille m'avait coincé dans la cuisine, les yeux brillants de cette douceur prédatrice. Elle ne m'avait pas demandé de garder son petit Léo. Elle m'avait demandé 6 000 €. Elle voulait se payer une opération de chirurgie esthétique après sa grossesse, affirmant qu'elle le méritait pour avoir mis au monde un petit-fils. Quand je lui ai dit que cet argent était pour mon voyage, pour ma vie, son visage ne s'est pas décomposé. Il s'est durci. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la logique du narcissique. Pour Camille, mes économies n'étaient pas ma propriété. C'était une ressource qu'elle n'avait pas encore exploitée. Et mon refus n'était pas seulement un non. C'était un vol. Dans sa comptabilité tordue, ma réussite était une insulte directe à ses difficultés. Elle n'a pas détruit mon passeport parce qu'elle avait besoin d'une baby-sitter. Elle l'a détruit pour équilibrer l'équation. Si elle ne pouvait pas avoir l'argent, je ne pouvais pas avoir la joie. Elle avait besoin de me ramener à zéro. Pour s'assurer que la petite sœur reste petite. J'ai fermé brusquement ma valise. Il pensait qu'il s'agissait de vacances. Il pensait que je faisais un caprice pour un vol manqué. Il ne réalisait pas que le vase était plein. J'en avais fini de payer la taxe Camille. J'ai pris mon sac et je me suis dirigée vers la porte. Je ne partais pas juste pour la nuit. Je fermais le compte pour de bon. Je n'ai pas couru. Courir vous fait passer pour une proie. Je suis descendu calmement, mon sac sur l'épaule, mes bottines frappant le parquet avec un bruit sourd et rythmé. Je sentais leur regard dans mon dos. Camille, son mari Julien, ma mère. Mais je ne me suis pas retournée. J'avais un seul objectif, la porte d'entrée. J'ai tendu la main vers la poignée en laiton, mes doigts étaient à quelques centimètres du métal froid quand une main s'est abattue contre le bois, juste à côté de ma tête. C'était mon père. Jean-Pierre ne ressemblait plus à l'homme qui m'avait appris à conduire. Il ressemblait au videur d'une boîte de nuit où je n'étais pas autorisée à entrer. Il n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu le bras et a verrouillé le pen dormant. Le clic a résonné dans l'entrée comme le marteau d'un juge. Il s'est tourné vers moi, croisant les bras sur sa poitrine, sa carrure bloquant tout le passage.
Il n'essayait pas de maintenir la paix. Il bloquait la sortie. Pousse-toi, ai-je dit. Ma voix était basse, dépourvue du tremblement que je ressentais dans mes genoux. Tu ne vas pas abandonner cette famille, a-t-il grogné. Tu vas faire demi-tour, retourner dans cette cuisine et t'excuser auprès de ta sœur. Je l'ai fixée. Elle a jeté mon passeport aux toilettes. Elle a volé mes économies. Et tu veux que je m'excuse? Elle est stressée, Léa. Ma mère, Chantal, s'est avancée à ses côtés. Sa voix n'était plus apaisante. Elle était tranchante. Impatiente. Ne fais pas ta tragédienne. Transfère simplement l'argent sur le compte de Camille. Si tu lui donnes les 6 000 €, on oubliera que tu as essayé de t'enfuir. On pourra redevenir une famille. L'air a quitté mes poumons. Elle était là. La vérité nue et laide. Il ne voulait pas une réconciliation. Il voulait une transaction. Ce n'était pas une médiation. C'était une prise d'otage. Il me retenait dans la maison de mon enfance jusqu'à ce que je paie la taxe Camille. J'ai regardé le visage de ma mère. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était une victime des crises de Camille, tout comme moi. Je pensais qu'elle marchait sur des œufs pour maintenir la paix. Mais alors qu'elle se tenait là, bloquant ma sortie, exigeant mes économies pour financer la chirurgie de son enfant gâté, l'illusion a volé en éclats. Ils n'étaient pas des pacificateurs. Ils étaient des complices. Ils savaient que Camille était un monstre. Ils l'avaient créé, nourri et encouragé. Mais ils étaient trop faibles pour affronter sa rage. Alors ils ont fait un calcul. Il était plus facile de me sacrifier, moi, la discrète, la gentille, que de tenir tête à la tyran. Ils préféraient me voir mourir financièrement que d'écouter Camille hurler pendant 5 minutes. Ils ne protégeaient pas la famille. Ils protégeaient leur propre confort aux dépens de ma survie. Vous ne demandez pas de l'aide, ai-je dit, ma voix coupant la tension. Vous me faites du chantage. On t'éduque. A crié mon père, le visage cramoisi. Maintenant, donne-nous ton téléphone et fais le virement, ou tu ne sortiras pas d'ici. J'ai regardé le verrou. J'ai regardé les poings serrés de mon père. J'ai réalisé que je ne pouvais pas passer en force. Il était plus fort que moi et il était désespéré, mais il avait oublié une chose. J'ai grandi dans cette maison moi aussi. Je savais où les secrets étaient cachés, et je savais exactement où il rangeait les siens. D'accord, ai-je menti, en reculant et en posant mon sac. Vous avez gagné. Je dois d'abord passer par la salle de bain. Ensuite, je la paierai. Ils se sont détendus. Juste un peu. La satisfaction suffisante sur le visage de ma mère me donnait envie de hurler, mais j'ai contenu ma colère. Je me suis détournée de la porte, mais je ne me suis pas dirigée vers la salle de bain. J'ai sprinté vers le fond de la maison, droit vers la pièce que mon père considérait comme son sanctuaire. J'ai pivoté sur mes talons et j'ai foncé dans le couloir. Mon père a bondi, ses doigts effleurant la sangle de mon sac, mais il était trop lent. J'ai atteint la lourde porte en chêne de son bureau. Je me suis jetée à l'intérieur et je l'ai claqué. J'ai tourné le verrou et enclenché le loquet de sécurité au moment même où son épaule frappait le bois de l'autre côté. La porte a tremblé, mais elle a tenu. Cette pièce était son refuge, construite pour isoler le monde. Maintenant, c'est elle qui l'isolait. Ouvre cette porte, Léa. Criait Jean-Pierre, frappant le bois avec une violence rythmique terrifiante. Tu aggraves ton cas. Tu détruis cette famille. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas gaspillé mon souffle à lui répondre. J'ai posé mon sac et je me suis glissé dans le fauteuil en cuir derrière son immense bureau en acajou. Mes mains étaient stables maintenant. La peur s'était évaporée, remplacée par une clarté froide et vibrante. Je n'étais plus la fille. J'étais l'auditrice. J'ai réveillé l'écran de l'ordinateur. Il s'est allumé, demandant un mot de passe. Je l'ai tapé sans hésiter. L'anniversaire de ma mère, suivi de son numéro de département préféré. Il ne l'avait jamais changé depuis que j'avais installé le système pour lui il y a 5 ans. Accès autorisé.
Pendant qu'il hurlait et donnait des coups dans la porte, faisant vibrer le plancher sous mes pieds, j'ai navigué directement vers le serveur cloud de la famille. Je ne cherchais pas seulement un moyen de sortir. Je cherchais les munitions que je savais enterrer ici. Mon père était un accumulateur de documents numériques. Il gardait des traces de tout, convaincu d'être le maître de son domaine. D'abord, le système de sécurité. J'ai remonté la chronologie jusqu'à 20 minutes auparavant. C'était là. Les images en haute définition du couloir. Camille déchirant le passeport. Son sourire. Le passage aux toilettes. Puis les images du salon, mon père bloquant la porte, ma mère exigeant le virement. Tout y était. Extorsion, séquestration, destruction de biens. J'ai téléchargé les clips sur mon téléphone et j'ai envoyé une copie de sauvegarde sur un serveur sécurisé. Mais je n'avais pas fini. Je savais qu'il y avait autre chose. Depuis des mois, j'avais remarqué des lettres étranges provenant de banques que je ne connaissais pas. Des lettres que ma mère récupérait dans la boîte aux lettres et cachait dans son sac. J'ai ouvert le dossier intitulé Finances et j'ai cliqué sur les sous-dossiers jusqu'à ce que j'en trouve un simplement nommé C. J'ai ouvert le premier PDF. C'était un relevé de carte de crédit. Le solde était de 15 000 €. Le nom du titulaire de la carte était Julien, le mari de Camille, mais l'adresse de facturation n'était pas leur appartement. C'était une boîte postale au nom de mon père. J'ai ouvert le suivant. Une autre carte. 12 000 €. Une autre, 18 000. La dette totale s'élevait à près de 45 000 €. J'ai fixé l'écran, la lumière bleue se reflétant dans mes yeux. Ce n'était pas seulement Camille qui gérait mal son argent. C'était une usurpation d'identité. Elle avait ouvert des cartes de crédit secrètes au nom de son mari pour financer son train de vie. Et mes parents ne faisaient pas qu'ignorer la situation. Ils la facilitaient. Ils recevaient les relevés, cachaient le courrier et l'aidaient à payer les mensualités minimales avec leur compte d'épargne retraite pour empêcher Julien de le découvrir. La réalisation m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Ils ne se contentaient pas de la protéger des conséquences. Ils étaient complices actifs d'une fraude financière. Ils étaient prêts à laisser la réputation bancaire de Julien s'effondrer, prêts à le laisser se noyer dans des dettes qu'ils n'avaient pas créées, juste pour garder leur enfant chérie heureuse. C'était l'expression ultime de la culpabilité des complices, ils étaient devenus des criminels pour éviter l'inconfort de la mettre face à ses responsabilités. À l'extérieur, les coups ont cessé. Léa. La voix de ma mère passait à travers le bois, tremblante et larmoyante. S'il te plaît, on veut juste t'aider. Ne fais rien que tu pourrais regretter. Je ne fais rien, ai-je chuchoté à la pièce vide. Je fais juste suivre le courrier. J'ai regroupé les relevés de cartes de crédit dans un seul dossier PDF. J'y ai joint les images de sécurité de la destruction du passeport. J'ai ouvert un nouvel email, tapé l'adresse professionnelle de Julien et ajouté en objet « La dette que tu ignores ». J'ai survolé le bouton envoyer. C'était l'option nucléaire. Cela mettrait fin au mariage de Camille. Cela dénoncerait mes parents. Cela brûlerait l'arbre généalogique jusqu'aux racines. J'ai pensé à mes 6 000 € tourbillonnant dans les toilettes. J'ai pensé au verrou sur la porte d'entrée. J'ai cliqué sur envoyer. Allô, le 17 ? Quelle est votre urgence ? Je m'appelle Léa. Je suis retenue contre mon gré au 28 rue des Érables. Mon père a barricadé les portes et refuse de me laisser partir. Je suis en danger immédiat. Je n'ai pas attendu les questions de l'opérateur. J'ai vu les gyrophares bleus balayer les murs du bureau. Ils ont été rapides. J'ai raccroché et pris une grande inspiration. Je pensais que le cauchemar se terminait. Je pensais que les secours étaient arrivés pour briser le siège. J'ai déverrouillé la porte. Au moment où le loquet a cliqué, la porte ne s'est pas juste ouverte. Elle a été projetée violemment. Mais ce n'était pas la police. C'était Camille. Et elle ne ressemblait plus à la tyran qui frappait sur le bois quelques secondes plus tôt. Elle ressemblait à une victime de massacre. Du sang coulait sur sa joue gauche.
De profondes éraflures marquaient son visage, des lignes fraîches et colériques dont je savais avec une certitude écœurante qu'elles avaient été tracées par ses propres ongles dans le couloir pendant que j'étais au téléphone. Son chemisier était déchiré à l'épaule. Ses cheveux étaient un nid de nœuds chaotiques. « À l'aide !» a-t-elle hurlé, un son brut et terrifiant. Elle s'est jetée en arrière dans le couloir juste au moment où la porte d'entrée s'ouvrait et que 2 policiers en uniforme entraient en trombe. « Aidez-moi !» Elle est devenue folle. Elle a essayé de me tuer. Elle s'est effondrée aux pieds du premier policier, sanglotant hystériquement, son corps tremblant de ce qui ressemblait à un traumatisme, mais qui était en fait de l'adrénaline. Elle a pointé un doigt tremblant vers moi, restée figée sur le seuil du bureau. Ma sœur, elle m'a attaquée. Elle a volé ma bague en diamant, et quand j'ai essayé de la récupérer, elle... Regardez ce qu'elle a fait. Je me tenais là, les mains vides, mon sac au sol. Je ne l'avais pas touchée. Je ne m'étais pas approché à moins de 3 mètres d'elle depuis que j'avais couru vers le bureau. Le policier m'a regardé. Il n'a pas vu une otage qui s'était enfermée pour sa sécurité. Il a vu une femme froide et immobile debout devant une mère de famille en sang et en pleurs. « Mademoiselle, montrez-moi vos mains », a ordonné le policier, la main posée sur son étui. « Je ne l'ai pas touchée », ai-je dit. Ma voix était calme mais serrée par le choc. Elle s'est fait ça toute seule. Elle ment. Elle ne ment pas. Le cri de ma mère a percé l'air. Chantal s'est précipitée depuis la cuisine, tombant à genoux pour entourer Camille de ses bras, berçant le monstre qu'elle avait créé. Elle a levé les yeux vers le policier avec des larmes pour la mauvaise fille. Léa a juste craqué, monsieur l'agent. Elle est instable depuis des semaines. Elle nous réclamait de l'argent, et quand on a dit non, elle a perdu la tête. On a essayé de la garder dans le bureau pour la calmer jusqu'à ce que vous arriviez. J'ai regardé mon père. Jean-Pierre se tenait près de la porte, son visage affichant un regret douloureux. Il a hoché la tête lentement. C'est vrai. On essayait de la protéger d'elle-même. On ne voulait pas vous appeler. Mais elle est devenue violente. C'était un chef-d'œuvre de trahison. Il ne se contentait pas de mentir. Il réécrivait la réalité en temps réel. Ils étaient prêts à m'envoyer en prison, à me donner un casier judiciaire, à détruire tout mon avenir juste pour protéger Camille des conséquences de ses propres crises. Ils avaient choisi leur camp. Et ce n'était pas celui de la vérité. C'était celui de la moindre résistance. Le policier m'a fait pivoter. Le métal froid a mordu mes poignets. Vous êtes interpellé pour violence domestique. J'ai senti les menottes se refermer. Le son était définitif, étouffant. Leur poids physique tirait mes bras vers le bas. J'étais arrêté dans la maison où j'avais grandi. Accusé à tort par les gens qui m'avaient élevé. Vous avez le droit de garder le silence, a récité l'officier, me poussant vers la porte. Alors qu'il me faisait passer devant ma famille, Camille a levé les yeux de ses sanglots de théâtre. Elle a enfoui son visage dans l'épaule de ma mère, faisant semblant de cacher sa douleur, mais elle s'est tournée juste assez pour que moi seul puisse la voir. Les larmes se sont arrêtées instantanément. La peur a disparu, et il était de nouveau là, ce petit sourire toxique. J'ai gagné, disaient ses yeux. Tu as essayé de te battre contre l'enfant chéri, et maintenant tu vas tout perdre. L'injustice me brûlait la gorge comme de la bile. Ils avaient volé mon argent, détruit mes biens, m'avaient prise en otage, et maintenant ils me faisaient accuser d'un crime. Cela ressemblait à la fin. On aurait dit que la méchante avait gagné. Mais Camille avait oublié une chose. Elle avait oublié que je n'étais pas seulement la sœur qu'elle tyrannisait. C'est moi qui avais installé le Wi-Fi. C'est moi qui avais configuré toutes les applications de la maison. Et je savais exactement ce que l'œil clignotant dans le coin du plafond avait vu. J'ai gardé une voix ferme pendant que Camille hurlait et que ma mère suppliait. « Monsieur l'agent, mon téléphone est dans ma poche arrière. Déverrouillez-le. » L'application de surveillance a tout enregistré sur le cloud. Il a hésité, puis a sorti mon téléphone, l'a déverrouillé et a lancé la vidéo. Dans le silence, nous avons tous écouté.
Mon père me menaçant, bloquant la porte. Camille se griffant le visage avant de prétendre que je l'avais attaqué. Le policier a immédiatement retiré mes menottes et s'est tourné vers elle. Camille a hurlé. Elle disait que la vidéo était truquée, mais il l'a arrêtée pour dénonciation calomnieuse et destruction de documents officiels. C'est à ce moment-là que Julien est arrivé en trombe, non pas pour la sauver, mais pour confronter mon père avec les preuves qu'elle avait volé son identité et ouvert des cartes de crédit en son nom. Il a dit à Jean-Pierre qu'il portait plainte, qu'il prenait Léo et qu'il demandait le divorce. Mes parents me fixaient, furieux et impuissants. Mon père a hurlé que j'étais désormais à la rue. Mais j'ai juste ri. Je lui ai tendu les papiers de propriété. Il m'avait ajouté sur le titre de la maison il y a des années quand son crédit était au plus bas. Je possédais désormais la moitié de la maison et j'exigeais une vente forcée par le tribunal à moins qu'il ne me verse 50 000 € sous 30 jours. Il ne les avait pas. 6 mois plus tard, je mangeais une glace à Rome quand la notification de virement est arrivée sur mon téléphone. 62 450 €. Camille a été condamnée à du sursis. Julien a obtenu la garde exclusive et mes parents ont perdu leur maison. Ils vivent maintenant entassés dans un petit appartement avec elle. J'ai pris un selfie, je l'ai envoyé sur le groupe familial avec la légende « Ça valait le coup d'attendre » et je les ai tous bloqués. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. La famille, ce n'est pas un sacrifice sans retour. La paix vient du fait de savoir s'en aller et de ne jamais regarder en arrière. Cette histoire est absolument révoltante mais tellement satisfaisante à la fin. C'est incroyable de voir à quel point certains parents peuvent être aveuglés par leur enfant préféré au point de sacrifier l'enfant qui réussit et qui les aide pourtant au quotidien. Ce genre de dynamique familiale toxique est beaucoup plus courant qu'on ne le pense, où le « mouton noir » est en fait la seule personne saine d'esprit dans un nid de manipulateurs. Heureusement que Léa était douée en informatique, sinon sa vie aurait pu être brisée par ce mensonge atroce. Sa vengeance n'est pas seulement financière, elle est surtout symbolique, elle a récupéré sa liberté et sa dignité. On sent que chaque euro de ce voyage en Italie a été savouré. Merci d'avoir partagé ce récit poignant qui nous rappelle qu'il faut parfois couper les ponts pour se sauver soi-même. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous auriez eu la force de dénoncer votre propre famille si vous aviez été à sa place ? Avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a